Il s'agit de Philippe Bilger qui est arrivé. Il est ancien avocat général près de la Cour d'appel de Paris et il est président de l'Institut de la Parole. Je vous demande de l'applaudir. Chroniqueur également sur CNews. Votre sujet, cher monsieur, ce sera liberté d'expression et dialogue démocratique. J'espère que c'est bien celui qu'on vous avait annoncé. À peu près. À peu près, me dit-on. Nous vous laissons, nous vous écoutons. Vous avez 20 minutes. En général, je ne me sers pas d'un micro. Alors, je suis très ému à l'idée d'être devant vous. Parce que je ne suis venu, en fait, pour vous dire la vérité, que parce que j'ai été convié par une amie dont j'ai pu apprécier l'audace intellectuelle et le courage dans certains débats médiatiques. Vous avez compris que je voulais parler de Ludovine de La Rochère. Mais pour tout vous dire, j'ai eu tout de même quelques scrupules à venir vous voir parce que je ne suis pas sûr que vous allez trouver devant vous un homme de vos convictions. J'ai toujours pensé que le contraire de la vérité, ça n'était pas le mensonge, mais précisément certaines convictions tellement enracinées qu'on ne les discutait pas. Alors, je sais en même temps que, sans me surestimer, ma présence est le seul don que je peux vous faire. Parce que j'ai été effaré par la condescendance, voire le mépris dont vos associations ont été victimes assez régulièrement, comme si la France était fracturée entre des gens qui pensent naturellement bien et d'autres qui sont malfaisants. En ce qui me concerne, si je puis dire, le ressort fondamental de mon implication durant 20 minutes, c'est le fait que je veux montrer que vous êtes des gens raisonnables, qui ont le droit de penser, qui ont le droit de contredire et qui n'ont pas à être traînés dans la boue par des progressistes autoproclamés. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Et comprenez bien que j'aurais, avec la même impudence, le courage ou l'envie d'aller dire la même vérité ailleurs. Mais là, je veux vous faire part de scrupules, de précautions, d'hésitations, peut-être même de transgressions par rapport à vos positions profondes. D'abord, je voudrais revenir à la manif pour tous. J'étais intellectuellement et sociologiquement hostile au mariage pour tous, parce que tout simplement, ça m'apparaissait résulter d'une conception perverse de l'égalité. Mais pour vous dire le vrai, je n'ai jamais participé à la moindre manifestation parce que j'aurais eu l'impression non pas de défendre un point de vue, mais de m'opposer à des gens qui, de chair et de sang, qui appartenaient à mon peuple et contre lesquels je n'avais pas à aller physiquement me battre au sens intellectuel, entendons-nous. Mais cet élément est demeuré d'autant plus vif dans ma tête, ma participation retenue à votre position, que j'ai constaté, mais peut-être serais-je contredit, que le mariage pour tous n'a pas entraîné le bouleversement qu'on craignait, que certains sombrement espéraient. Je constate qu'il est inscrit dans notre société, et lorsque des hommes ou des femmes politiques prétendent, revenant au pouvoir, de le détruire et de l'effacer, je pense que là, ce sont des illusions qu'ils répandent et c'est une supercherie qu'ils programment. Je vois avec plaisir que mes idées entraînent la contradiction. D'ailleurs, je considère qu'une idée se définit par le droit d'être contredite. Au-delà de cela, nous ne sommes pas dans le domaine politique. Je veux dire par là que dans le domaine de la vie civique, démocratique, nous pouvons avoir les uns et les autres des positions tranchées, parfois sommaires,
souvent péremptoires, même si la gauche et la droite n'existent plus, paraît-il, on a tout de même le droit de choisir un camp. Là, nous ne sommes pas dans le domaine d'un camp politique. Nous sommes dans des problèmes de conscience, de sensibilité et, je l'espère, d'intelligence. Autrement dit, tous ces sujets qui vous passionnent et qui vous tiennent à cœur, il faut les examiner avec l'esprit et la main tremblant. Au fond, c'est peut-être là où je vais me distinguer de vous. Parce que, bien sûr, je sais ce qu'on peut dire. Je vois à quel point, eh bien, vous avez été attaqué de manière scandaleuse. Je sais exactement tout ce qu'on peut dire. Je connais les bouleversements que certaines lois peuvent entraîner. Mais en même temps, pourquoi ne pas vous avouer ma faiblesse? Je ne suis pas assez scientifique pour examiner dans le détail les retombées catastrophiques qu'une certaine modernité peut créer. Et alors, à chaque fois que je m'avance vers la PMA, à chaque fois que j'aborde avec beaucoup d'indulgence et même de persuasion votre point de vue, à chaque fois j'ai quelque chose qui vient en moi, non pas s'y opposer, mais apporter une forme de nuance, peut-être d'exception. J'ai bien compris que la PMA, évidemment pour les couples de femmes et pour la femme seule, entraînait, selon vous, des dérives insupportables, un changement de société et peut-être un bouleversement intolérable. Mais me semble-t-il, à chaque fois que je rejoins un bout de temps votre pensée, peut-être par une habitude trop délétère de penser contre moi-même, j'ai immédiatement une position qui vient battre en brèche un petit peu mon adhésion à la vôtre. Parce que j'entends bien que c'est quelque chose qui relève davantage peut-être d'un droit à l'enfant. Mais lorsque je réfléchis à cela et que je m'interroge sur une présomption de malfaisance de l'autre cause, eh bien je me dis que le droit à l'enfant n'est pas totalement incompatible avec le droit de l'enfant et peut-être encore moins avec l'amour de l'enfant. Ne croyez pas que je tombe dans un centrisme tiède qui n'a jamais été dans mes habitudes, même si je considère que très souvent la vérité est dans le juste milieu, non pas parce qu'il est le milieu, mais parce qu'il est juste. Autrement dit, lorsque vous dites, par exemple, comme argument principal contre la PMA, le bouleversement qu'elle va apporter à propos de cette possibilité donnée aux couples de femmes et aux femmes célibataires, et que vous invoquez le fait qu'il y a une prescription intolérable qui serait de permettre le droit à l'enfant, je réponds, mais pourquoi dire cela? Alors qu'encore une fois, ça n'est pas seulement cela qui légitime la demande de PMA, mais peut-être même le droit de l'enfant, et encore une fois, peut-être surtout l'amour de l'enfant. Lorsque j'ai été frappé par la vision protestante qui dit, au fond, nous sommes favorables à la PMA dès lors que le ressort essentiel est l'amour de l'enfant. Alors, je ne dis pas que la PMA, si elle est installée, si vous ne parvenez pas à la contredire, ne sera pas peut-être une catastrophe. Mais je ne suis pas assez sensible au désastre que vous invoquez pour oublier autre chose. Lorsque, par exemple, vous venez dire, et je le dis avec beaucoup de gentillesse, de tendresse démocratique et intellectuelle, lorsque, bien sûr, vous venez dire « il faut un père, l'absence d'un père sera catastrophique ». Puis-je rétorquer que peut-être, pour des couples de femmes et des femmes qui ont un réel désir d'enfant, eh bien, l'absence de l'enfant sera une catastrophe. J'entends par là que, bien sûr, mais ça, vous savez, ça ne me gêne pas, ça me stimule. Hein.
je raisonne à partir de l'enfant. Entendons-nous, on me répond, mais ils vont manquer d'un père. Ils vont manquer d'un père, sûrement. Mais à votre avis, et j'entends bien là, c'est un poncif, une banalité qui vous sont trop souvent opposées. Eh bien, pensez-vous que l'univers des pères, des familles avec un père, dans notre société, est à ce point harmonieux, structuré, revigorant, formateur, pour que la thèse inverse, c'est-à-dire un univers où il n'y aurait pas de père, mais qui serait formidablement motivé par un désir sincère d'enfant et qui apporterait, je le répète, un enfant à des femmes et à une mère célibataire, à une femme célibataire, est-ce que c'est suffisant pour détruire, battre en brèche le point de vue inverse? Pardon. Comment? Allez. Mais oui, pardonnez-moi, je reprends la parole. Pardonnez-moi, cher monsieur. Il y a un numéro de téléphone qui vous est normalement affiché, dans lequel vous pouvez poser des questions par SMS. Je vous en prie, utilisez ce moyen parce qu'il est trop difficile de dialoguer, si je puis dire, en direct, vu la configuration de la salle. Ensuite, cher monsieur, si vous me permettez encore cette coupure, nous sommes dans un temps de formation, nous sommes aussi dans un temps de débat, et merci de nous apporter cette contradiction aussi qui nous fait réfléchir précisément sur les points de vue qui nous sont précisément opposés très très régulièrement et pour lesquels, je le redis, nous devons absolument penser aussi nos arguments et les justifications des positions qui sont les nôtres et qui, je le crois, sont bonnes. Mais encore faut-il que nous apportions la démonstration et le temps de formation que nous avons ensemble est là pour cela. Je m'excuse de cette interruption, non, mais véritablement continuez et je reprends après la parole si vous voulez bien. Je vous remercie pour votre honnêteté intellectuelle et je vais dire, je savais bien qu'en développant non pas ses convictions, non pas ses certitudes, mais ses doutes, ses interrogations. Je ne suis pas précisément un homme de gauche. Je me qualifie depuis des années de réactionnaire et je ne voudrais pas que vous fassiez preuve à l'égard d'une pensée qui ne vient pas vous affronter ni vous détruire, mais qui cherche simplement à introduire un peu de nuance et qui sait d'exception dans une pensée que je respecte, que des hauts cris soient poussés. Et d'ailleurs, ils ne m'ont jamais gêné dans la vie, puisque précisément, la liberté d'expression est de permettre les hauts cris de gens qui ne vous écoutent pas, ne vous comprennent pas ou ne vous aiment pas. Pour aller plus rapidement au fait, la PMA, je crois qu'elle sera votée. Je dis qu'elle sera votée et j'ajoute, me semble-t-il, sous votre contrôle, que le débat qui a eu lieu aussi bien politique, sociétal, intellectuel autour de la PMA n'a pas été d'une qualité, j'allais dire au sens propre, aussi médiocre qu'à propos de du mariage pour tous. Il y a des gens très remarquables qui ont soutenu votre cause. Bien sûr, je pense notamment à une femme, à une intellectuelle de gauche, mais qui est d'une honnêteté et d'une intelligence absolue, Sylvia Nagasinski. Elle a évidemment soulevé des questions, eu des inquiétudes, et peut-être elle semble aller en effet dans la crainte que la PMA détruise un petit peu un équilibre fondamental dans notre société. Alors, une fois que j'ai exprimé ces doutes, ces interrogations, en me disant que les couples de femmes ou les femmes célibataires ne sont pas pour moi des ennemis, même si certaines de ces femmes qui défendent avec une sorte de terrorisme intellectuel et sociétal leur thèse ne sont pas de mon goût, entendons-nous bien, eh bien, je vous dis, vous avez le droit, bien sûr, j'ai cette présomption de réfléchir sur les contradictions qui peuvent s'opposer sans qu'on soit non humaniste à votre désir d'éradiquer le projet de PMA. Je ne ferai pas, évidemment, la même observation pour la GPA. Certes, comment vous dire,
la marchandisation du corps, l'indisponibilité du corps sont des notions fondamentales et j'allais presque dire sacrées. Et bien sûr, si elle venait, cette GPA, à être installée en France, je serais, comme vous, contre elle. J'entends bien les reproches, les doutes, les inquiétudes avec la transcription qui sera faite des GPA faites à l'étranger. Mais comment vous dire, je ne suis pas d'habitude naïf, je n'ai pas été un avocat général empli de mansuétude, mais il me semble que la nature même du débat aujourd'hui fait que peut-être on peut avoir confiance dans certains engagements. Parce que, non, mais j'entends bien, lorsqu'il y a eu le mariage pour tous, vous étiez nombreux, et moi le premier, à savoir en effet que la PMA allait suivre. Mais comprenez bien, je ne suis pas vent intellectuellement debout contre elle comme vous l'êtes. Mais je ne suis pas persuadé qu'il faille tenir pour des paroles en l'air forcément les engagements qui seront pris. Mais le cynisme n'est pas toujours la bonne méthode. Je sens que, évidemment, vous me considérez comme quelqu'un qui croit de manière absolument à des illusions. Vous êtes persuadé que le gouvernement, lorsqu'il prend des engagements et lorsque le président de la République, que par ailleurs je peux critiquer, dit qu'il n'y aura pas de GPA en France, vous n'y croyez pas. Mais est-ce qu'il ne faut pas tenter une seconde d'y croire? Non, mais entendons-nous. Mais s'il vous plaît, est-ce qu'on ne peut pas une seconde y croire? Parce que tout simplement, il y a dans la majorité du peuple français une opposition forte à la GPA qui n'a rien à voir avec les interrogations que j'évoquais pour la PMA. Rien à voir. Alors, au fond, si vous partagez évidemment mon sentiment d'opposition absolue à la GPA en France, eh bien, comment vous dire ? J'éprouve tout de même une sorte de morosité démocratique, de pessimisme républicain. Je vais vous dire le fond de ma pensée, mais je ne vais pas détruire ce que j'ai tenté de vous dire. Bien sûr, je sais que le progressisme aujourd'hui est une catastrophe, celui qu'on nous impose, parce qu'en réalité, il vise à nous laisser croire que le fil du temps serait naturellement porteur de progrès. Je ne l'ai jamais cru. Mais en revanche, est-ce que je ne suis pas un réactionnaire discutable lorsque je considère que toute avancée dans une forme de modernité, même discutable, même dévoyée, est peut-être quelque chose que nous devons accepter. Lorsque Siliam Aganasti parle du corps charnel qui va corps charnel vers le corps fabriqué, est-ce que derrière l'effroi qu'une telle dérive peut susciter, on ne pourrait pas, sans être forcément un idiot, eh bien, se dire que est-ce que ça n'est pas peut-être le triomphe pervers, sans doute, mais d'une modernité qui n'est pas absurde en elle-même. Le fait que tout à coup on permette des choses inconcevables en dépassant la nature pour aller avec les progrès de la science et avec l'éthique vers quelque chose qui hier nous aurait révulsé, est-ce que ça n'est pas peut-être quelque chose qui mériterait une considération moins méprisante? J'ai terminé. Au fond, vous avez vu, doute, interrogation sur la PMA, j'espère les avoir mis dans la tête des gens intelligents qui m'écoutent. La GPA, je suis de votre avis, mais n'oubliez pas une chose, puisque vous avez adorablement tourné en dérision ma naïveté politique. Nous avons un président qui n'a pas hésité à l'époque devant l'épouvantable ministre qui était Christiane Taubira à dire que vous aviez été pour le mariage pour tous maltraité. C'est un homme qui, à l'évidence, a voulu éviter les affres de cette affreuse manifestation où on a vu qu'étrangement, seuls ceux qui ne causaient aucun tort à l'ordre public étaient violemment maltraités. Mais au fond, il est sincère. Mais
Mais s'il vous plaît, nous terminons, si vous voulez bien oui, conclure, j'ai terminé. Monsieur Bilger, si ça Alors, vous dérange une pas. seconde, je termine. Si j'ai accepté l'invitation de Ludovine de la Rochère, et peut-être à entendre certaines réactions, je n'aurais pas dû. Mais c'est pas grave. C'est précisément parce que j'éprouve une sorte de tendresse un peu mélancolique pour les gens comme vous et comme moi sans doute, même si je vous contredis à l'instant, qui voient passer le fil du temps, qui voudraient garder, restaurer ce qui est bon et peut-être éradiquer ce qui est mal. Et si j'avais à arbitrer un jour, si j'étais capable d'être une impartialité froide et sèche, j'irais toujours vers le camp des nostalgiques, des tendres, de ceux qui rêvent d'une normalité qui ne bouge pas, plutôt que vers ceux qui rêvent de bouleversements qu'on ne saurait plus maîtriser. Merci, Monsieur Bilger, pour cette conviction exprimée.